Et l'anthropologie dans tout cela, l'anthropologie, elle a à peu près quoi, un peu plus de 2 siècles, parce que j'aime bien toujours lui donner comme date de fondation celle de la Société des observateurs de l'homme. Donc ça, c'est la toute fin du 19e siècle, tout début du 19e. C'est l'époque de Gérando qui rédige les notes sur les méthodes à utiliser. C'est l'inventeur de la méthode de terrain, qui est membre de la Société des observateurs de l'homme, qui sont des philosophes, des médecins, et qui s'intéressent à Victor de l'Aveyron, l'enfant sauvage, qui s'intéressent et qui se réunissent sur pourquoi est-on fatigué les jours où il y a du vent, chose qui nous intéresse moins alors qu'on le sait encore. Tous ces gens-là qui se sont penchés sur des questions. Perron qui fera partie de l'expédition Baudin aux terres australes, dans la terre Napoléon, qui est une partie de l'Australie, et qui fera remplacer sur le rôle d'équipage le nom de zoologiste, par celui d'anthropologiste. Voilà. Je crois que c'est le premier qui se désigne lui-même de ce nom. 2 siècles avec une réflexion sur comment classer tout ça, parce que l'anthropologie sociale, par opposition à l'anthropologie physique, c'est l'abandon du vieux projet de classer les êtres humains uniquement comme on le faisait jusque-là pour les animaux, c'est-à-dire à partir des ressemblances au nom de leur squelette. Et pour décrire la société humaine à partir de là, on ne va pas très très loin. Il y a la fameuse indignation de cet anthropologue français au 19e siècle, qui a deux crânes, un kalmouk, qui est donc un mongol et un français, et il ne voit pas de différence entre les deux, et donc on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Alors, on va classer les gens selon leurs institutions. Le premier modèle, bien entendu, le modèle évolutionniste dont on nous dit qu'il a disparu, donc c'est tout le 19e siècle, mais il ne disparaît pas. Les anthropologues continuent à raisonner en termes d'évolution. Ensuite, les diffusionnistes, qui essayent de résoudre un certain type de problème que les évolutionnistes n'ont pas pu résoudre. Comment se fait-il que telle population ait telle et telle chose, alors qu'apparemment ça ne devrait pas être le cas. On résout un certain type de problème. Et puis l'invasion de la sociologie, avec des gens comme Radcliffe Brown qui disent non, ce sont les sociologues, c'est Durkheim qui a inventé la méthode qu'il faudrait utiliser. Il faut expliquer une société en tant que telle. Puis les structuralistes, les sociétés humaines représentent un certain nombre de configurations et elles les auront explorées les unes après les autres. Puis des études plus culturalistes, un certain doute qui s'instaure dans l'anthropologie. Est-ce que, comme l'avait déjà dit en fait Bateson dans les années 30, est-ce que le travail de terrain n'est pas un test projectif? Est-ce qu'il n'est pas comme le test de Rorschach, c'est-à-dire que on vous montre des tâches sur un papier, on vous demande ce que ça vous évoque. Et dans son livre Naven, lui a pas fait que des amis en anthropologie, a dû quitter le domaine, mais il est devenu célèbre par ailleurs. Bateson montre que que quand il s'agit d'un rituel, chaque anthropologue peut voir les choses de manière très très différente et nous expliquer les choses autrement. Et on l'a déjà vu dans le cas dont j'ai parlé précédemment, des Mangin, même une population aborigène australienne, quand il s'agit d'écrire ces institutions, 2 personnes à quelques dizaines d'années de distance les voient entièrement différentes. Et des cas plus récents, est-ce que Boas n'a pas entièrement été berné par son informateur principal, qui avait la réputation, on l'a appris beaucoup plus tard, d'être un affabulateur chez les Kwakiutl, la personne qui suit Margaret Mead sur son même terrain et qui dans une société où l'adolescence était une sorte de transition paradisiaque, la personne voit essentiellement une culture du viol, alors
il n'y a pas de rien ne vient nous indiquer que cette société ait changé à ce point-là pour passer d'un extrême à l'autre. Alors, une représentation de l'humain dans toute sa variété. Je pense à mon ami Pouillon, mon ami Jean Pouillon, qui était véritablement un ami, il n'était pas de ma génération, mais il est la personne qui m'a abordé au séminaire de Lévi-Strauss en disant, vous ne me connaissez pas, je vous présente, je suis le secrétaire de Lévi-Strauss, et j'ai appris par la suite qu'il avait été celui de Jean-Paul Sartre précédemment. Si vous, un jour vous écrivez quelque chose, pensez à moi, j'ai plusieurs revues, la revue L'Homme, Les Temps modernes, j'ai la nouvelle revue de psychanalyse, etc. Pensez à moi, j'ai pensé à lui et il est devenu véritablement un ami. Et il avait cette représentation que j'ai trouvée très intéressante. Il avait fait du terrain en Éthiopie et au Tchad. Et il avait cette conception je dirais, assez hérétique par rapport à l'anthropologie, en particulier la représentation fonctionnaliste que les sociétés représentent un tout intégré, que d'après ce qu'il avait pu voir, lui, c'était pas le cas. Il venait avec cette représentation dont je crois qu'il n'a jamais théorisé, ça n'a jamais été dans un livre, mais moi je l'ai reprise de lui, cette théorie de l'approximation de l'à peu près. Il dit, en fait, c'est très facile pour une société humaine de survivre dans un environnement comme celui de l'Amazonie ou celui de la forêt tropicale. Il suffit de tendre la main pour cueillir des bananes. Et j'ai pu observer ça, effectivement, à certains endroits en Afrique où les gens travaillaient, disons, 2 heures par jour et ça suffisait amplement. Ça suffisait amplement pas pour devenir riche en vendre des choses sur des marchés, mais en tout cas pour vivre du jour au lendemain, on ne se demandait pas davantage. Que les sociétés humaines, en fait, ont bénéficié d'une nature extrêmement favorable pour ce qu'elles étaient. Les grands dangers ont été, aux époques, je dirais, importantes, ont été surtout la lutte contre les animaux sauvages, qui étaient nos prédateurs. Et je repensais l'autre jour en tant que psychanalyste, d'où nous vient cette anxiété à la tombée du jour? Et j'ai rapproché ça, je me suis posé une question, est-ce que ça vient pas de ce que j'ai pu voir en Afrique, qu'un jour je me trouve là et des gens autour de moi disent on va faire un feu parce que la nuit tombe, et je dis si c'est parce que vous croyez que je vais pas avoir froid, ne vous inquiétez pas, pour moi il fait encore très chaud, et on dit non, c'est pour écarter les lions. La nuit qui tombe, c'est le danger qu'on ne voit pas venir. Moi, je ne crois pas fort aux choses qui se transmettraient comme ça de génération en génération, mais qu'il faille faire attention quand la nuit tombe. Je ne suis pas sûr que ça ne se soit pas transmis d'une manière ou d'une autre. Alors, qu'est-ce qui nous reste de cette représentation d'une espèce, à part les grands prédateurs, très bien adaptés à son environnement? Il y a beaucoup de maladies, bien entendu, quand on va voyager en Afrique. Ou quand on vivait là-bas, on savait qu'avant la vaccination, la survie, c'était pas un problème facile à régler. Moi, j'ai accompagné, en tant que fonctionnaire des Nations Unies, j'ai accompagné une équipe de l'UNICEF qui allait pour la première fois dans un village africain assez reculé, et j'ai vu les sourires, les rires sur les villages, sur le visage des villageois, parce qu'ils savaient qui nous étions et que nous venions avec la vaccination. C'est des choses à rappeler, d'une période comme la nôtre où il y a des gens qui, au nom de leur liberté individuelle, mettent l'espèce en péril en refusant de se faire vacciner. Qu'est-ce que c'est que cette espèce? Est-ce qu'on peut tirer quelque chose de la grande variété de ce qu'elle a représenté, de ce qu'elle représente toujours? Là, je dirais que le structuralisme, et je suis encore structuraliste par rapport à ça, plus, je dirais, l'ingrédient de Pouillon, l'homme a fort bénéficié d'un milieu qui lui était très favorable et il est en train de détruire entièrement. Et ça, c'est une question purement biologique, c'est la capacité de charge d'un environnement par rapport à une espèce. Est-ce que l'environnement peut subvenir à une société qui se conduit de telle et telle manière? Alors, il y a un des caractères de l'être humain, c'est une espèce colonisatrice. C'est d'abord une espèce sociale, voilà. Ça se trouve déjà chez Aristote. Chez Aristote, il n'y a pas le mythe de l'homme sauvage qui un jour s'est réuni, comme chez Hobbes et chez Rousseau, qui s'assied autour d'une table en disant nous allons nous débarrasser d'un peu de liberté pour gagner un peu en sécurité, et voilà, la réunion se termine à 18 heures. Non, nous sommes des animaux sociaux. Depuis le départ, nous ressemblons très fort à des grands sages. J'ai assisté à un exposé de l'éthologiste de Val, et il avait un tableau qu'il allait dévoiler. Où est-ce que nous nous trouvons par rapport aux êtres humains, par rapport aux gorilles, par rapport aux chimpanzés, par rapport aux bonobos, par rapport aux orang-outans, du point de vue génétique, où est-ce que nous se situons par rapport à eux?
Et il posait la question avant de dévoiler, en disant est-ce qu'on va être très excentré par rapport à ce groupe, etc. Et non, quand le tableau se dévoile, nous sommes au milieu, nous sommes entre tous, nous sommes au centre des singes anthropoïdes. Voilà. Alors, nous sommes sociaux comme eux, on voit ces photos des gorilles qui dorment la nuit, on fait ça aux infrarouges, et on voit que ces gorilles qui dorment la nuit, ils se touchent tous. Chaque gorille dort en touchant au moins un autre gorille autour de lui. Ça fait un schéma entièrement interconnecté s'il fallait en faire le graphe. Voilà ce que nous sommes des êtres sociaux. Mais nous sommes des mammifères aussi colonisateurs, c'est-à-dire que nous n'avons pas de mécanisme inscrit à l'intérieur de l'espèce qui nous permet de diminuer notre fécondité quand un danger se présente de ce côté-là, par exemple la destruction de l'environnement. Alors on le sait, les turbos qui sont les animaux, les poissons qui vivent au fond de la mer, ils ont besoin d'une certaine surface et le turbo pond -2 quand il y a beaucoup de turbos et que voilà, il y a un mécanisme autorégulateur. Les lemmings, qui sont des petits rongeurs, sont des campagnols, nous savons quand il y a plus de place chez eux, quand ils ont épuisé leur environnement, ils partent en bande et essaient ils essaient de dépasser un col entre deux montagnes. Et ils tombent parfois d'une falaise parce que ils peuvent pas calculer, ils savent pas comment ça marche. Ils vont essayer de traverser une rivière qui est beaucoup trop large et ils se noient en grande quantité. Mais c'est pas un comportement suicidaire. Ils essaient de trouver un nouvel environnement qui soit vierge et où ils puissent s'installer. Et il y a un peu des mécanismes de ce type-là chez les êtres humains. Par exemple, j'en ai cité un tout à l'heure, l'équipage qui explose quand il ne peut plus nourrir tout le monde à partir de la pêche qui est faite avec les pêcheurs qui sont le bateau, quand il y a trop de consommateurs par rapport aux producteurs. Nous avons des choses un petit peu de cet ordre-là. Et je l'ai vu aussi, par exemple, sur les villages africains, quand les champs maraîchers en dehors du village deviennent trop lointains parce que le village a trop grossi, on voit apparaître, comme je l'ai dit aussi, ça porte sur les bateaux, des accusations de sorcellerie. Les gens ne conceptualisent pas que c'est la pression sur l'environnement qui va obliger à une fission du village. Et en général, ça se focalise là aussi, comme sur les bateaux, entre des querelles entre des frères qui sont dans la même chefferie. Il y en a un qui va partir avec une partie du village. Et comme moi, j'ai vu des villages au Congo qui sont séparés, chaque village est séparé d'un autre par 50 kilomètres. Il reste de la place pour faire ce genre de choses. Et des fissions de ce type-là. Mais quand on épuise entièrement ces solutions-là, il reste la solution colonisation de l'espace. Deuxième trait donc des êtres humains, d'abord ils sont sociaux, ensuite ils sont colonisateurs, et puis ils sont opportunistes au sens qu'attache à ce mot l'éthologiste. Qu'est-ce que c'est que être opportuniste? C'est ne pas reculer devant l'obstacle, c'est de trouver une autre solution. Bon, la mouche va se cogner 15 000 fois contre la vitre. Elle n'a pas un mécanisme qui lui permet de changer de son comportement. Elle voit quelque chose qui est transparent, elle va essayer de passer à travers et la mouche va finir par s'épuiser. Nous, devant l'obstacle, c'est pour ça que nous avons étudié les rats dans des labyrinthes, les psychologues, le rat, quand il arrive au bout, il fait demi-tour. Il va essayer de trouver une autre solution et il n'hésite pas une demi-heure. Il le fait très, très rapidement. Il le fait comme nous. Nous inventons des autres solutions. Et c'est ça. Voilà, c'est un peu à partir de là que je raisonne moi aussi sur mes plans A, B et C. Nous sommes de grands inventeurs. Nous sommes de très très grands inventeurs et nous inventons tous les jours. Et des pays comme la Chine produisent des dizaines de milliers d'ingénieurs. C'est un pays où il y a beaucoup de monde. Nous aussi, nous produisons beaucoup d'ingénieurs. Et nous inventons des tas de choses. J'ai vu l'intelligence artificielle bloquée pour des raisons budgétaires, mais aussi pour des raisons, on n'arrivait pas à résoudre le problème. Je vois les problèmes sur lesquels on bute pour nous pour nous immuniser contre les rayons cosmiques qui détruisent nos cellules à l'intérieur. Mais on travaille là-dessus. On s'intéresse aux animaux qui peuvent le faire. Alors, que peut apporter l'anthropologie? À mon avis, l'anthropologie, c'est devenu non pas tellement une grande boîte à outils, encore qu'elle était très utile comme boîte à outils, parce qu'il a fallu, pour faire cette observation participante qui était le cœur même de la récolte de l'information en anthropologie. Il a fallu mettre ça au point. Ça a été utilisé dans des tas d'autres domaines. Nous avons inventé des choses. Nous avons une représentation de l'humain, mais c'est une représentation, je dirais, à l'arrivée qui est
un petit peu, voilà, cette rencontre entre Lévi-Strauss et Pouillon, qui nous montre finalement, c'était parce que l'environnement nous était extrêmement favorable, qu'il n'y avait pas trop de difficultés, et que maintenant, en atteignant la capacité de charge de l'espèce, là, nous sommes vraiment très démunis, si ce n'est d'essayer de trouver des plans B et des plans C. Parce que devant le plan A, nous sommes très démunis. Nous avons des systèmes politiques qui nous empêchent de résoudre véritablement des questions comme des migrants en grande quantité. Nous avons un système économique fondé sur le profit, le profit demande de la croissance ça demande de la destruction supplémentaire. Et ce n'est pas comme certains amis décroissantistes me disent, il suffit maintenant de décroître. Le système que nous avons, le système économique que nous avons à la surface du monde est un système qui ne peut pas vivre sans croissance. On peut pas. Il faut distribuer une nouvelle richesse créée parce que nous avons inventé ce système de dividendes, de partage, ce système à la part, ce qu'on appelle le météage. Et c'était pas un mauvais système. Moi, je l'ai vu fonctionner sur des plages africaines, je l'ai vu fonctionner en Bretagne. C'était un système qui partageait le risque, le système du météage. Mais il y avait quand même l'histoire du pêcheur qui aime bien que son marieur ait une plus grosse voiture que lui, et ça nous tue. Ça nous tue parce que ça oblige à qu'on continue à créer des grosses voitures qui vont continuer à polluer, même quand elles seront à l'électricité, etc. Nous ne sommes pas, on le dit souvent, nous ne sommes pas encore adultes sur le plan politique. Si nous étions adultes sur le plan politique, nous le deviendrons rapidement sur le plan économique, mais c'est encore très loin de le faire. Et malheureusement, je crois qu'on n'aura pas le temps. Alors, tout ce qui nous reste, c'est d'être une espèce opportuniste qui ne crache pas quand on lui parle de transhumanisme, parce qu'en transhumanisme, en fait, c'est simplement de nous dire il y a encore moyen de travailler sur les plans B et C, et je vais peut-être terminer là-dessus. Quand je vois des collègues anthropologues qu'on appelle les nouveaux naturalistes, et qui nous disent, ils signent une tribune dans le journal Le Monde en disant nous ne savons pas comment pense un glacier. Nous aimerions comprendre le glacier de la manière dont il pense. Moi, quand même, la leçon que j'ai apprise de l'anthropologie, c'est que moi, les glaciers ne pensent pas, et que c'est pas en attendant que les glaciers trouvent la réponse ou que nous trouvions le moyen de communiquer avec les glaciers que nous trouverons la réponse. Deux réflexions là véritablement pour terminer. Auguste Comte, Saint-Simonien, voilà, un socialiste utopique. Saint-Simonien crée la sociologie, il définit sa loi des trois États. La loi des trois États, c'est l'état théologique, c'est un schéma tout à fait évolutionniste, l'état métaphysique et l'état rationnel. Voilà, il dit, nous sommes arrivés à l'époque où il écrit ça, au milieu du 19e siècle, nous avons atteint l'état rationnel. Alors, pour ce qui est de l'état métaphysique et de l'état théologique, il les divise encore en trois catégories. L'état théologique, le premier état, la première étape dans l'état théologique, c'est le fétichisme. C'est le fétichisme, c'est de croire que les objets pensent, c'est de croire que les objets sont animés de la même manière que les êtres humains, et c'est la même pensée qui nous fait dire, ou qui ferait dire à certains, qu'il faudrait essayer de comprendre comment résonne un glacier, et qu'on apprendrait plein de choses à partir de là. Pour moi, c'est le premier stade. Le trois états, c'est le premier stade de la réflexion humaine, et ça me paraît, c'est pour ça que tout à l'heure je dis, il faut pas dire trop de mal des évolutionnistes, parce qu'il s'est passé quand même quelque chose dans les sociétés humaines. Quand nous regardons la liste des poteries par des fouilles archéologiques, il y a des dessins de plus en plus complexes quand même quand on remonte dans les couches archéologiques. Même chose pour la sculpture, des choses de cet ordre-là. Edward Burnett Tylor, dans les livres d'histoire de l'anthropologie anglo-saxon, il a encore une place plus importante que Lévi-Strauss, pas dans l'anthropologie francophone. Et Edward Burnett Tylor, donc anthropologue à la fin du 19e siècle, qui a fait un travail extraordinaire d'ailleurs d'essayer de classifier les sociétés. Il a utilisé des outils statistiques qui étaient assez neufs à l'époque pour voir les institutions qui communiquent entre elles, qu'est-ce qui est possible quand on fait telle chose par rapport à l'agriculture, qu'est-ce qu'on fait dans le système politique, des corrélations de ce type-là. Et
sur le plan, c'était quelqu'un, la plupart des anthropologues, bien sûr, du 19e siècle sont des progressistes à l'intérieur de la pensée, à quelques exceptions près. Edward Tylor, comme à titre privé, quand on lui demande quel est le rôle que peut jouer l'anthropologie, il dit c'est l'éradication de la superstition. Voilà. Et je reste, moi qui suis très imprégné d'anthropologie britannique, je reste quand même assez taylorien de ce point de vue-là. Je ne crois pas qu'un retour à la superstition soit une manière de nous sauver. Je crois qu'au contraire, il faut se mettre du côté, il faut encourager cette dimension opportuniste de l'être humain, c'est-à-dire de ne jamais abandonner devant l'obstacle, de toujours trouver autre chose, et en espérant que ça puisse de très grande justesse sauver le plan A, mais en tout cas ne pas essayer de freiner ni le plan B ni le plan C, qui sont, le plan B est un plan de sauvetage, le plan C c'est un plan de tout à fait autre chose, mais qui au moins, je dirais, sera une sorte de monument à ce que nous avons réussi comme espèce animale, et nous n'avons pas la preuve que où que ce soit ailleurs dans l'univers, il y ait une espèce qui ait tenté quelque chose de cet ordre-là.